Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Film Psy. Si vous ne savez pas ce que c'est que cette chronique, je vous invite à aller voir l'épisode 0 qui explique en long, en large, en travers, en horizontal et de côté ce que c'est que le principe de cette petite émission. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons nous attaquer à un gros morceau et un de mes films préférés, j'ai nommé Mulholland Drive. Et avant de commencer, je tiens à repréciser encore une fois, même si je le ferai encore et toujours, que je ne suis pas dans la tête du réalisateur et que donc tout ce que je vais déduire moi-même de ce film ne sera que mon propre avis. Ce ne seront que des hypothèses et donc, des hypothèses. Pour commencer, penchons-nous, et pas de manière physique, sur le cas David Lynch. Le travail de David Lynch, autant adoré que conspué, est un exemple parfait du cinéma d'auteur. Sa patte, reconnaissable entre mille, traverse la plupart de ses films et aujourd'hui je ne peux plus voir un rideau rouge sans penser à Lynch. Ses décors, le travail sur la musique, souvent composé par Angelo Badalamenti, ses scénarios casse-tête envoûtants, son ambiance onirique qui s'insinue au milieu du réel, tous ces éléments font qu'un film de David Lynch est un film de David Lynch. Mais si je vous parle du réalisateur avant d'attaquer le film, c'est pour une raison bien précise. Comme je l'ai déjà dit, David Lynch est un auteur, ce qui fait que la plupart de ses thématiques traversent l'entièreté de sa filmographie. Et pour le coup, quels sont ces thèmes ? Personnellement, si je devais résumer de manière barbare et simpliste tous les sujets de toutes ses œuvres, je le ferais ainsi. Illusion et désillusion. L'illusion d'une petite ville parfaite, Twin Peaks, alors qu'elle regorge de magouilles, de complots et même d'esprits maléfiques. La désillusion d'un avenir prometteur comme star à Hollywood dans Mulholland Drive. Superbe transition! Et si je vous parle aujourd'hui de ce film, c'est parce que celui-ci m'a passionné depuis mon premier visionnage. Aussi loin que je m'en souvienne, je crois que c'était la première fois que je sentais qu'un réalisateur essayait de me parler au travers d'une œuvre cinématographique. Je ressentais un profond malaise en regardant ce long métrage et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Par la suite, j'ai posé un œil plus attentif sur le sens des couleurs, le travail de la mise en scène, les mouvements de caméra, le cadre, etc. Bref, je pense sincèrement que Mulholland Drive est un des films qui fait qu'aujourd'hui, je suis passionné de cinéma. Et c'est un cas parfait pour le premier épisode de cette chronique, car David Lynch est toujours resté très secret sur la signification de ses films, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, aucune interprétation officielle n'existe de Mulholland Drive. Commençons par résumer brièvement le contexte de Mulholland Drive tel qu'il apparaît à l'écran et non pas comme le sous-texte défini. Je ne vais pas entrer dans les détails car j'imagine que si vous vous intéressez à la signification du film, c'est que vous l'avez déjà vu. Mais il me semble tout de même important de revenir sur certains détails et de remettre les choses dans leur contexte. Du coup, c'est parti. Une femme qui a perdu la mémoire suite à un accident de voiture se cache chez Betty, jeune actrice pleine de vie et talentueuse qui souhaite percer à Hollywood. Par la suite, la brune prendra le nom de Rita. En même temps, on suivra les péripéties d'un jeune réalisateur répondant au nom de J.J. Abrams, Adam Kesher, qui recherche une actrice pour son prochain film, mais qui se fera imposer une comédienne par des hommes visiblement mal intentionnés. Mais ce n'est pas tout puisqu'on suivra également les folles aventures d'un tueur à gages. Ces séquences jonglant habilement entre la peur et le rire ne sont que des coupures au milieu du récit qui entretient Rita et Betty. Betty fera tout son possible pour aider Rita à retrouver la mémoire. Cette dernière semblera se souvenir de son véritable nom en voyant le badge d'une serveuse, Diane Selwyn. Après quelques recherches, les demoiselles trouveront l'adresse de cette Diane Selwyn, mais seul un cadavre les attendra dans cette demeure. Rita, apeurée par la vision du cadavre et pensant que des gens lui veulent du mal, changera de look. Par la suite, les deux femmes se rapprocheront un peu, beaucoup, passionnément. Bref, elles enchaîneront des rapports sexuels. Au milieu de la nuit, Rita se réveille. Silencio. Ensuite, sans que l'on sache vraiment pourquoi, les deux femmes se rendront alors au théâtre et finiront par ouvrir une boîte bleue dans laquelle Betty semble disparaître. Et toute la dernière partie du film est étrange. Tous les personnages principaux sont présents, mais semblent avoir des rôles différents, voire inversés. Betty n'est plus aussi sympathique, elle s'appelle Diane. Rita, quant à elle, s'appelle Camilla, et elle est une grande actrice reconnue qui va se marier avec Adam Kesher, le fameux réalisateur qu'on a vu plus tôt. Diane ne semble pas apprécier cette nouvelle et pète les plombs, et elle fait une demande d'assassinat à l'encontre de Rita, Camilla. Des petits vieux sortent de la boîte et ils attaquent Diane, oula! On va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. J'ai beau avoir résumé le film de manière très succincte, j'ai volontairement omis certains passages pour ne pas plus vous embrouiller. Il est très compliqué de retranscrire l'ambiance effrayante et malaisante qui se dégage de Mulholland Drive. Par exemple, je ne vous ai volontairement pas parlé,
des deux vieux qui rigolent au tout début, de cette discussion qui reste une des scènes les plus terrifiantes qui m'était donné de voir dans un film, du SDF qui semble avoir la boîte bleue, du cowboy qui vient convaincre le réalisateur d'embaucher une actrice en particulier, de ces hommes étranges, de la scène du café, et je suis passé très rapidement sur la scène du théâtre alors qu'elle est dantesque. Plusieurs éléments, notamment cette fameuse boîte bleue, fonctionnent entièrement sur le principe du symbolisme, mais on y revient plus tard. À présent, il est venu temps de donner une signification à tous ces éléments. Que peut-on déduire de tout cela? En gros, quelle est la signification cachée de Mulholland Drive? Eh ben, c'est très simple en fait. Bref, la réponse se trouve dans le rêve. Non, attendez, partez pas tout de suite. C'est pas aussi simple. Une grande partie du film est en fait le rêve de Betty. Enfin, Diane, la blonde quoi. Bon, à partir de maintenant, je vous propose qu'on utilise les vrais noms des personnages. Donc, Diane pour la blonde, Camilla pour la brune. On y va. En fait, le film est construit sur deux univers. Celui du réel, dans lequel on voit la véritable vie de Diane, actrice pas aussi douée et reconnue qu'elle le souhaiterait, que l'amertume et la jalousie rangeront jusqu'à l'entraîner aux frontières de la folie, et le monde du rêve, dans lequel de nombreux éléments empruntés au réel se mélangent, où elle est une actrice douée, reconnue pour son talent et surtout aimée de Camilla. Pour bien comprendre le récit de Mulholland Drive, voici une petite chronologie des événements étape par étape. Diane vient à Hollywood en espérant devenir une grande actrice. Durant un casting, elle fait la rencontre de Camilla. Cette dernière décroche le rôle à la place de Diane et devient alors une célèbre actrice. Diane et Camilla entretiennent une relation. Camilla joue dans un film de Adam Kesher. Le réalisateur et l'actrice finissent par sortir ensemble. Diane devient folle de jalousie et folle tout court. Sa vie est un échec, autant du point de vue de la carrière que du point de vue sentimental. Elle tente de fonder d'autres relations, mais échoue. Lorsque Adam et Camilla annoncent leur fiançailles, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Diane engage un tueur à gages afin d'assassiner Camilla. On ne sait pas si ce projet réussit. Diane s'enfonce encore plus dans cette folie, hésitant constamment entre rêve et réalité, elle finit par se suicider. En gros, une grande partie du film repose entièrement sur ce dernier point, mais je vais revenir sur certaines séquences afin de bien illustrer cette hypothèse. Déjà, regardons quels sont les indices que David Lynch glisse dans l'image afin de nous mettre la puce à l'oreille. Cette séquence par exemple, qui est la première apparition de Diane. Elle arrive tout juste à Hollywood, dans sa nouvelle vie. Il s'agit bien évidemment du début du rêve. Regardez comme tout est blanc, tout est beau, tout le monde l'aime, elle n'a même pas besoin de porter sa valise, quelqu'un d'autre le fait pour elle. La musique appuie encore davantage sur cet aspect onirique, presque féerique. Le début du rêve est le point culminant de l'illusion que Diane s'impose. Loin de sa véritable vie, tout est encore beau, presque trop parfait. Nous avons ensuite une seconde scène qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Au tout début du film, on a cette petite séquence en vue subjective dans laquelle on voit littéralement quelqu'un s'endormir. La première fois que l'on visionne le film, on n'arrive pas forcément à rattacher cette scène à la suite, tant tout ce que l'on va voir va nous embrouiller. Mais dès que l'on prend en compte qu'une bonne partie du film est un rêve, cette petite image de quelques secondes prend tout son sens. C'est tout simplement Diane qui s'endort, nous annonçant par là même que ce que l'on s'apprête à voir n'est qu'un rêve, qu'une illusion. Et dans ce fantasme onirique, elle s'imagine être une actrice bourrée de talent et à qui tout réussit. Il n'arrive de malheur qu'aux personnes qui lui ont fait du mal dans sa véritable vie, notamment Adam Kesher, qui ne contrôle plus son film et se fait même rejeter de la production, et par sa femme. T'es content de toi? Mais également Camilla, qui se fait menacer avec une arme à feu par deux inconnus. D'ailleurs, cette première scène onirique est clairement une interprétation de la demande d'assassinat que Diane a effectuée auprès du tueur à gages. S'en veut-elle? Se sent-elle coupable? C'est possible, puisque dans son rêve, Camilla s'en sort et qu'elle vient se réfugier chez Diane. Mais cette dernière a la rancune tenace. Toujours en proie à la jalousie dans le rêve, Camilla n'est personne, à tel point qu'elle ne se souvient même plus de son nom. Les rôles s'inversent petit à petit, et cette inversion atteint son climax lorsque, pour se cacher d'un danger potentiel, Camilla optera pour une perruque blonde, comme pour tenter de copier son modèle, Diane. La demande d'assassinat apparaît également sous une forme symbolique dans le rêve. Effectivement, les deux femmes se rendent à l'adresse de Diane Selwyn et elles y trouvent un cadavre. Cet aspect décharné, effrayant, représente la culpabilité de Diane. Elle s'en veut terriblement d'avoir déclenché la mort de la femme qu'elle aimait. Cette apparence affreusement irréelle n'est qu'un amas de sentiments négatifs, une représentation métaphorique de sa haine. D'ailleurs, en parlant de symboles, on en trouve une bonne quantité tout le long de Mulholland Drive. Notamment cette fameuse entité que l'on voit à deux moments dans le film. Cet être qui effraie tant le personnage d'Inan Winky. Selon moi, et comme d'habitude il s'agit là de mon simple avis, cette apparence effrayante, à peine humaine, représente la mort, voire la peur de la mort. Et j'en veux pour preuve que sa première apparition déclenche ni plus ni moins qu'une crise cardiaque à ce pauvre personnage. Mais cette entité apparaît également à la toute fin, après le suicide de Diane, en possession de la boîte bleue. Cette boîte bleue, parlons-en. Je pense qu'elle représente un pont entre le rêve et la réalité. Car c'est au moment où Diane et Camilla l'ouvrent que le rêve s'arrête et que l'on découvre les souvenirs du monde réel. Mais c'est également de cette boîte que sortent les deux vieux qui s'attaquent à Diane.
la poussant au suicide. Toujours selon moi, lors de cette dernière séquence, Diane ne rêve plus, elle se trouve plongée dans sa folie, mélangeant rêve et réalité, n'ayant plus aucun repère. J'ai quand même quelques doutes sur cette interprétation, notamment après avoir vu cette scène. Plus que toute autre chose au monde. Une fois fini, tu la trouveras à l'endroit convenu. La théorie que j'ai imaginée était qu'à cet instant, Diane était déjà sous l'effet de sa folie et qu'elle confond déjà rêve et réalité. Peut-être que le tueur à gages n'a jamais prononcé ces mots et qu'ils sont ensuite chacun partis de leur côté. Mais ce n'est là qu'une interprétation probablement foireuse. Mais alors qu'est-ce qui me dit que tout cela n'est vraiment que le rêve de Diane ? Pourquoi Adam Kesher, l'homme effrayé ou le cow-boy, apparaissent-ils sans interagir avec Diane alors qu'il s'agit de son propre rêve? Une étude aurait révélé que l'on ne peut pas rêver d'un visage que l'on ne connaît pas. Et que cette théorie soit vraie ou fausse, je pense que David Lynch s'en est inspiré pour Mulholland Drive. Car lors de la soirée durant laquelle Adam Kesher et Camilla annoncent leur fiançailles, on peut y voir tous les personnages qui apparaîtront dans le rêve de Diane. Le cow-boy passe dans le fond de la scène, l'homme effrayé est dans un coin de la pièce, la gérante de l'immeuble également. Tout le monde est là. Et puisque c'est probablement cette soirée qui va plonger Diane dans une profonde folie, ce sont les derniers visages qu'elle a vus, et donc les visages les plus à même d'être intégrés à son rêve. Et qu'en est-il de la génialissime scène du théâtre? Je serais prêt à mettre ma main à couper qu'il s'agit là du subconscient de Diane qui la prévient « Hey, fais gaffe meuf, t'es en train de rêver ». Regardez, le film le dit lui-même. Il n'y a pas d'orchestre. Ceci n'est qu'une illusion. J'ajouterais même que la porte d'entrée du théâtre, qui s'appelle le Silencio, est bleue, et qu'il s'agit du même bleu que la boîte, et donc le pont qui se trouve entre rêve et réalité. Et ces secousses, comme si Diane était sur le point de se réveiller, elle se rapproche dangereusement de la fin de ce fantasme onirique, du retour à la réalité, dans sa vie gâchée, désespérée, remplie de chagrin, où elle n'est plus rien, seule, abandonnée et en proie au suicide. Hashtag la joie. Il y a encore quelques éléments que je n'arrive pas tout à fait à expliquer, notamment l'apparition de la sorcière, même si je pense que ce n'est là que l'intervention de l'imaginaire de Diane au milieu de son monde onirique, comme lorsque l'on passe du rêve au cauchemar en quelques instants. Mais il y a également la signification de cette réplique. Silencio. J'aurais pu conclure à un simple délire de l'imaginaire de Diane, comme pour la sorcière, mais vu que le film insiste beaucoup sur ce mot, au point d'en faire la réplique qui le conclut, je pense sincèrement qu'il y a un message, une symbolique là derrière. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de signification précise à celui-ci et je suis prêt à en discuter avec vous dans les commentaires. Je le répéterai jamais assez, mais toute cette analyse n'est qu'une hypothèse et je n'ai pas la science infuse. Si vous avez d'autres hypothèses ou que vous voulez débattre d'un certain élément du film, je vous invite à laisser un petit ou long commentaire sous la vidéo. Je serai ravi de lire votre propre analyse. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant le premier épisode de cette chronique. S'il y a quoi que ce soit à changer au niveau du format ou si vous avez une liste de films à proposer, n'hésitez pas, je suis tout oui. Merci à tous et à très bientôt.